Dans ce nouvel épisode de l'Instinct Outdoor, je reçois Nicolas Vandenelsken. Nicolas a réalisé un défi absolument incroyable au service de l'écologie. Vous allez le voir dans cet épisode, on parle beaucoup d'écologie, de tous les enjeux environnementaux qu'il y a autour de ce mot écolo. J'ai essayé de challenger Nicolas durant cet épisode pour essayer de faire un petit peu l'avocat du diable. Et si Nicolas a vraiment très bien réussi l'exercice, c'est un épisode que je trouve fabuleux et qui mérite d'être partagé massivement. Donc n'hésitez pas à le faire et à l'écouter. Très bonne écoute dans l'Instinct Outdoor. Bon, alors aujourd'hui, je suis en présence de Nicolas Vandenelsken. Alors j'ai dû, en toute transparence, te demander comment est-ce qu'on prononçait ton nom avant d'enregistrer cet épisode parce que je pense que je me serais complètement planté. Alors Nicolas, je suis très content de te recevoir parce que tu incarnes un sujet qui est d'autant plus d'actualité, dont on parle aussi de plus en plus. Et je suis vraiment très content de te recevoir parce que tu as réalisé un défi tout simplement incroyable dont on va pouvoir parler durant cet échange. Comment vas-tu, Nicolas ? Bonjour François, et déjà merci de me recevoir dans ton podcast. Je suis ravi, et puis pour le nom, il n'y a pas de problème. Nico, c'est très bien. Non, écoute, moi ça va très bien. Je suis en train de là, j'ai hâte de faire une petite coupure quand même, parce que suite à la fin de mon aventure, en effet, qui s'est terminée le 18 décembre, et la suite pour l'association, il y a pas mal de choses, mais voilà, mais ravi en tout cas d'être avec toi et d'échanger avec toi. Trop cool. Eh ben écoute, vraiment partagé. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, pour ceux qui ne te connaissent pas ? Oui, du coup, donc moi c'est Nicolas Vandenelsken. Je viens d'avoir 30 ans, et alors du coup je me définis comme éco-aventurier, comme fondateur. J'aime bien ce mot fondateur, comme consomme-acteur de l'association. Alors du coup, c'était l'association Green Nicotour, qui devient Uni-Vert Sport. Univers Sport, voilà, c'est un jeu de mots. Voilà, puisque notre but c'est de sensibiliser au sport santé planète. Et globalement, en gros, je suis sportif depuis tout petit, depuis l'âge de 10 ans. En fait, j'ai eu pas mal de problèmes de poids, etc. quand j'étais petit. Donc, enfin, bref, le sport m'a pas mal aidé aussi à évoluer sur ça. Et puis, du coup, handballeur à la base depuis 20 ans. Et puis coureur à pied aussi depuis 10-15 ans maintenant. Et voilà, j'ai fait un cursus TAPS, j'ai bossé dans l'événementiel sportif pendant 5 ans. Et puis voilà, maintenant j'essaye d'agir à mon échelle et donner du sens à ce que je fais. Voilà, en ayant créé une association, et en ayant essayé de faire un exploit sportif, en effet, durant 4 mois et demi, là, du 14 août au 18 décembre. Trop cool. Eh ben écoute, handballeur, c'est un sport que j'ai encore jamais reçu sur le podcast. Jamais personne qui m'a dit je fais du handball. J'ai eu trois personnes qui faisaient du tennis de table, mais encore jamais des gens qui ont fait du handball pendant autant de temps. Très violent comme sport. Pour l'avoir pratiqué un peu au lycée, j'ai toujours été assez incroyablement surpris comme ce sport pouvait être assez violent, mine de rien. Tu confirmes ? Oui, oui, il y a pas mal de contacts. En plus, je suis gardien de but, tu vois, au hand, moi. Donc, Oula. justement, j'adore cet aspect psychologique. Et puis, en fait, à la base, je voulais être handballeur professionnel. Donc, j'avais été au Pôle Espoir de Dunkerque. Mais ça aussi, ça a pas mal joué pour la suite, parce que j'ai vu qu'à ce moment-là, j'étais pas prêt, mentalement. En tout cas, ça a été hyper dur pour moi. Voilà, la cohésion avec les autres à ce moment-là, etc. Enfin, en tout cas, intégrer un groupe, parce que voilà, comme tout en fait, hein, dans le haut niveau, quand on est jeune, il y a pas mal de bâtons aussi dans les roues, hein, pour aussi exister. Donc voilà, j'ai eu du mal enfin, en tout cas, c'était compliqué l'année où j'ai été au Pôle Espoir de Dunkerque, mais ça m'a permis aussi de me forger un mental par la suite. Donc je pense que ça m'a pas mal aidé. Mais oui, du coup, et c'est même assez drôle, parce que j'ai plus en effet le physique d'un handballeur au final qu'un coureur longue distance. Et c'est souvent ce que les gens remarquent. Parce que bon, en effet, quand vous verrez enfin, ce que j'ai fait là, en effet, plus de 4600 km en courant, en enchaînant, enfin en ayant très peu de repos, disons que ça surprend encore plus les gens, parce que je suis un, comment dire, un coureur à pied assez lourd. Je fais 1m90, à la base je fais 1m90, 90 kilos. Bon, j'ai perdu un peu de poids là, mais voilà, je suis un profil assez lourd, et donc ça surprend toujours un peu les gens, mais ça montre encore plus que quand bon, certes, j'ai un cardio qui est hyper lent, mais ça montre aussi que quand dans la tête on croit en ses convictions, on peut faire aussi de belles choses.
Alors justement, ce côté, mental du gardien de hand, ça m'intéresse pas mal parce que j'étais gardien de foot moi quand j'étais ado et c'était le gardien, c'était le dans l'imaginaire des gens, le gardien c'est la dernière place quoi. Il reste un poste à prendre, on sait pas où le foutre lui, on va le mettre dans les cages quoi. Alors que, quand tu arrives à haut niveau, le gardien, il a quand même une place, extrêmement importante et puis en hand, comment tu fais pour, ne pas avoir peur de te prendre un ballon, en pleine praline, d'un mec qui est hyper baraque et qui arrive en face de toi comme un énervé? J'aurais peur moi. Bah, disons que limite, je préfère moi ces joueurs-là, parce qu'ils sont plus faciles entre guillemets à comprendre, parce que bon, bah, généralement ceux qui tirent fort comme ça, bon, ça dépend, t'en as qui savent placer leur ballon, mais en fait, disons que qu'au handball, quand tu c'est vrai que bon, en effet, le gardien, il a un rôle prépondérant. Au foot, c'est le cas, mais au hand, je dirais pas que c'est encore plus le cas, mais enfin, quand même régulièrement, parce qu'en fait, c'est vrai que le gardien, il est toujours dans le jeu. En fait, en gros, ça passe d'un but à l'autre. Bah, typiquement, là, on prend hier, dernièrement, voilà, la France, elle s'est qualifiée là pour les demi-finales. Le gardien de but, Vincent Girard, il le sait lui-même, hein, il fait quasiment pas d'arrêt du match. Mais par contre, il sort deux parades hyper importantes dans les 5 dernières minutes et c'est ce qui nous permet de nous qualifier. Et ouais, en fait, c'est vrai qu'au hand, cet aspect psychologique, quand tu rentres à un assez bon niveau, en fait, le but, c'est d'aller faire tirer le joueur que tu as en face de toi où tu souhaites qu'il tire. Donc, en gros, c'est vraiment essayer de rentrer dans sa tête et vraiment essayer voilà, de l'attirer vers où tu veux qu'il tire, tout simplement. Donc, ouais, cet aspect psychologique est hyper important parce que une fois au hand, tu as souvent bah, des mêmes joueurs qui viennent retirer et une fois que tu as commencé à faire quelques parades sur eux, ils vont avoir tendance à plus revenir. C'était la force de Thierry Omeyer aussi à l'époque, hein. Il y avait des joueurs qui avaient peur de lui, donc en fait, ils savaient d'entrée de jeu que en fait, il avait déjà une assise avant de faire son match. Donc ouais, cet aspect psychologique est hyper important. Et après, bon, en effet, ben, tu as des joueurs qui tirent plus fort que d'autres, mais je dirais pas qu'on est un peu sadomaso, bon, peut-être un peu quand même, mais bon, c'est clair que ouais, c'est cette volonté de pas avoir le ballon qui va rentrer et puis ouais, ouais, d'essayer de calculer en fait où le mec va tirer, ou la fille va tirer, enfin bref, mais, euh, mais donc voilà, donc c'est pas, on va dire que voilà, l'aspect puissance ne me fait pas trop peur. Après, en effet, il y a des gens qui ont peur de ça et c'est logique, hein, mais bon, encore une fois, chacun est comme il est et non, moi, ça m'attire beaucoup. Mmh, très cool. C'est vrai que l'aspect, psychologique dans ces cas-là, où tu te retrouves face à face, c'est un peu comme les pénaltys, au foot, tu sens qu'il y a un truc qui se passe entre le gardien et puis le tireur. Ça doit jouer énormément effectivement cet aspect, psychologique. Alors, bon, je te poserai bien 1000 questions sur le hand, mais On a un peu divagué là, mais bon, c'est pas. ouais, ouais, mais c'est l'esprit, je t'ai dit, on peut parler de ce qu'on veut, on peut même aller parler de cuisine si on a envie. C'est Je suis pas un grand cuisinier, donc bon, moi non plus. Alors, comment est-ce que s'est passée ta transition, du hand à la course à pied? Bah, disons qu'elle s'est faite un peu, enfin, naturellement dans le sens où, bah, du coup, au handball, comme beaucoup de sports, tu pas mal de prépa physique aussi à faire avant. D'ailleurs, j'enlève tout de suite aussi les gens qui ont en tête que quand tu es gardien de but au hand, tu bouges pas et du coup, faut pas avoir de physique. Au contraire, je pense que les gardiens de but, des fois, ils ont plus de physique, que les joueurs. Parce que au hand, par exemple, on doit être hyper dynamique. Alors ça va un peu à l'inverse de ce que je fais actuellement, puisque je fais de la longue course. Donc du coup, travailler le dynamisme sur ça, c'est vraiment l'opposé. Donc ça, c'est ce qui est difficile. C'est ce qui est difficile quand on fait la transition, parce que bon voilà, je continue à en faire, même si c'est pour m'amuser maintenant. Mais du coup, ouais, en gros, j'ai commencé à prendre goût en fait à la prépa physique, en étant notamment au pôle sport de Dunkerque, où bah voilà, quand tu fais de sport du haut niveau, peu importe entre guillemets le sport, enfin en tout cas beaucoup dans le sport collectif, c'est beaucoup de bah voilà, le soir on avait des entraînements de handball, mais le midi c'était beaucoup de prépa physique, beaucoup de pistes
beaucoup de fractionnés. Et donc voilà, je faisais mes kilomètres un peu en loisir comme tout le temps, mais c'est vrai qu'après quand tu commences à prendre le pli de la prépa physique, il y en a qui aiment pas du tout. Moi j'adorais ça. Peut-être encore une fois parce que j'aime bien me faire mal, mais en tout cas j'ai vraiment pris goût à la course à pied comme ça. Et donc je continue après à faire de la course à pied avec le hand, mais comme ça en loisir. Et c'est vrai qu'après du coup quand je suis devenu, enfin quand j'ai été embauché dans ma boîte et même avant quand j'étais apprenti en master 2 dans l'événementiel sportif, en gros j'étais tout le temps sur événement. Parce que du coup ouais, donc en étant chef de projet, en gros et on accompagnait en fait dans le marketing, ça aussi ça fait partie, c'est important aussi dans ma transition, mais en fait j'accompagnais les marques dans leur visibilité sur les événements et je m'occupais particulièrement du cyclisme, même si j'ai jamais fait de cyclisme, mais en tout cas je les aidais en fait sur leur visibilité. Donc tout ce que vous voyez à la télé en fait sur le Tour de France cycliste avec la Fédération française de cyclisme, Paris-Roubaix, etc. Tout ce que vous voyez en fait, tout ce qui est marketing, donc ma boîte fabriquait les supports de communication et donc moi je gérais ce chiffre d'affaires et je gérais aussi les mecs en fait sur place sur le terrain pour la mise en place de ces supports. Et tout ça pour dire que du coup j'étais beaucoup sur événements et donc j'avais très peu de temps pour m'entraîner au handball parce que voilà j'étais tout le temps en déplacement et donc la course à pied en fait elle s'est accentuée à ce moment-là parce que ben l'avantage de la course à pied c'est que tu peux courir partout. Donc du coup je commençais à plus courir et puis aussi comment dire, à me lancer des défis, donc à me faire des prépas marathons et à faire des marathons. Et donc en fait c'est comme ça qu'est venu encore plus la course à pied. Et au final c'est la course à pied qui a pris le dessus entre guillemets sur le handball. En tout cas peut-être plus en termes de performance on va dire. Euh, et donc voilà. Et donc voilà, course à pied, j'ai fait, je me suis amusé à faire ces marathons, à faire des prépas, et puis à me prendre au jeu. Et puis voilà, et puis j'ai constaté que, comment dire, en effet, je savais que j'avais un cardio qui était très bas, mais en tout cas, ce cardio m'aidait à bien récupérer. Et voilà, j'ai jamais fait, tu vois, mon meilleur marathon, je l'ai fait en 3h15, donc c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus une super performance. Mais voilà, en tout cas, j'ai jamais, par contre, galéré à récupérer, etc. Donc, je savais que, en tout cas, pour la partie récupération cardio, j'avais de quoi faire, quoi. Ouais, donc tu avais toute cette base, quand même de physique, qui te permettait d'accompagner cette transition, même si effectivement tu avais, peut-être un peu moins cette capacité physique à encaisser les chocs que nécessite la course à pied, mais ça tu l'as acquise, cette capacité, au fur et à mesure, j'imagine, de cette transition. Et puis bon, comme tu dis, tu as quand même fait quelques marathons et cetera. Le trail, ça t'a jamais attiré? Si, ça m'attire même de plus en plus, parce Comme que tout le monde. ouais, ouais, comme tout le monde, oui, ouais, c'est en pleine expansion, hein, et puis en plus ouais, puis comme les pratiques, enfin, je sais pas si c'est vu plus comme une pratique de loisir, mais si certainement les pratiques de loisir, enfin je veux dire la course à pied maintenant, il y a beaucoup de monde qui en fait tout seul et donc en effet il y a un vrai essor de ça et du trail en effet pour se reconnecter à la nature. Donc si ça quelque chose qui m'attire notamment bah, de par mes convictions environnementales aussi puisque bon, on reviendra dessus, mais donc mon tour de France là pour sensibiliser au sport santé planète, c'était aussi pour sensibiliser sur toutes ces thématiques et c'est vrai que j'ai rencontré aussi beaucoup de trailers. Alors moi je suis de la région de France, donc on a peut-être un peu moins de terrain de jeu, on a les terris, mais voilà il y a quand même des mecs qui sont mordus de trail par ici que j'ai rencontrés moi sur les opérations que j'ai organisées justement de sensibilisation et c'est vrai qu'ils m'ont donné encore plus envie d'en faire et bah tu vois pour tout te dire alors je fais mon premier trail là au mois de mai, enfin un vrai trail entre guillemets, je fais un 160 bornes. Ah Donc oui, ah oui, premier 160. Allez hop. mais après voilà, ça reste assez plat chez nous. C'est sur les terris, c'est le trail des pyramides noires. Et, Ah, je connais, ouais. Mmh. et du coup, bon, voilà, il fait 160 bandes, t'as plus de 2000 de D+, mais bon, en soi, c'est pas, enfin, je veux dire, en tout cas, sur un 160 bandes, en termes de dénivelé, c'est pas énorme. Donc voilà, ça sera la distance me fait pas peur, le dénivelé, on verra. Enfin, je pense que c'est peut-être mieux commencer comme ça pour moi. Mais si ça m'attire énormément le trail parce qu'aussi j'aime beaucoup la mentalité des trailers. On est moins en effet sur cet esprit de compétition, etc. Donc ouais, j'y viendrai certainement. Et puis ça serait peut-être un peu moins fracassant aussi pour mes jambes entre guillemets. C'est vrai que, je me suis souvent posé cette question, pourquoi est-ce que, dans le trail, il y avait un peu moins cet esprit de compétition? C'est que,
En fait, on dit souvent qu'en trail, il peut se passer tellement de choses et que c'est difficile, en fait, de comme sur un marathon, de partir sur un rythme et de le suivre et souvent ceux qui font de la route, en fait, c'est pas qu'ils sont, dans la compétition contre les autres, mais c'est souvent qu'ils sont concentrés sur leur propre performance, qu'ils ont leur propre objectif qu'ils se sont fixés. Contrairement à un trail où c'est extrêmement compliqué de te dire, «Je vais finir en tant de temps», parce que puis d'une année sur l'autre, sur le même parcours, tu peux avoir des éléments qui ont varié, il a plu, il a pas plu, ils ont changé la boucle, il y a plus de monde, il y a moins de monde, enfin bref, il peut y avoir, plein de paramètres qui fluctuent alors que sur un marathon, c'est un marathon, quoi. Ouais, c'est exactement Hem, ça, ouais. C'est mmh. en effet, tu as ta montre, tu as ton chrono, tu t'es préparé pour ça, tu sais, le temps à peu près sur lequel tu peux être, alors qu'en effet, le trail, tu maîtrises bien, tu maîtrises moins. Alors, je pense que les élites, ils maîtrisent beaucoup plus, ce qu'ils font, mais c'est vrai que dans tous les cas, c'est quand même hyper complexe, en effet, ce que tu dis, la météo, bon, la météo, elle peut avoir aussi de l'influx sur les marathons, enfin, sur ces courses-là, mais beaucoup moins, quoi. Ton terrain de jeu, il se modifie énormément. Enfin, ouais, non, je pense que c'est complètement différent et donc et puis je pense que le fait aussi que tu sois en pleine nature, mine de rien, je sais pas, tu prends aussi plus le temps d'observer, alors je dis pas, tu as des marathons qui sont hyper jolis, mais c'est vrai que dans le trail, bon, je pense que des fois tu tombes vraiment sur des paysages qui sont assez incroyables et donc tu prends certainement aussi un peu plus le temps de savourer les choses. On va toujours beaucoup trop vite pour nos amis randonneurs qui trouvent qu'on ne profite pas assez du paysage, hein, je me Ouais. Alors comment est-ce que ton projet, est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse de cette histoire de faire le Tour de France en courant? Oui, oui, bah, je peux, oui, en gros, bah, c'est ce que je disais auparavant, hein, donc j'ai bossé 5 ans dans l'événementiel sportif, toujours en déplacement et en fait, en fait, au bout de 5 ans, je me suis dit: «Bon, bah», en fait, j'avais vraiment, moi, du mal, bon, encore actuellement, hein, mais j'ai vraiment du mal à trouver un équilibre entre le pro et le perso et c'est vrai que j'ai délaissé vachement, la partie perso, alors que j'étais plus jeune aussi, mais donc c'est normal, tu veux faire tes preuves et cetera, mais c'est vrai que j'étais vraiment tout le temps ailleurs et pas forcément dans ma vie perso et donc j'ai pris du recul et puis je me suis rendu compte aussi en fait que mon métier était vachement polluant. C'est-à-dire que, bah, voilà, dans l'événementiel sportif, il y a beaucoup de marketing. Ma boîte produisait des choses, mais c'est beaucoup de one shot en fait. En réalité, c'est des choses qui sont produites pour très peu de temps, qui sont pas revalorisées. Donc j'ai quand même commencé à la fin à m'interroger sur mon travail sans pour autant agir concrètement. Mais voilà, je commençais à me poser des questions et puis pour prendre du recul, du coup, moi j'ai jamais énormément voyagé dans ma vie, et donc je me suis dit: «Bon bah allez, go, on va faire un gros voyage». Alors ce que je dis à chaque fois, parce que maintenant je suis au courant de tout ça, c'est que j'ai «pété mon empreinte carbone» entre guillemets, parce que je suis parti en Nouvelle-Zélande, du coup je suis parti à l'autre bout du monde. Mais bon, par exemple, maintenant je sais que mes choix, mes convictions personnelles font que je ne prendrai plus l'avion de ma vie par rapport à la pollution que ça génère. Mais en tout cas, bon bref, j'ai eu la chance de partir 6 mois en Nouvelle-Zélande et de profiter de paysages incroyables et de prendre encore plus de recul. Parce que voilà, j'y suis vraiment allé dans l'optique de profiter tout seul et de rencontrer des gens et de profiter de la nature. Parce que voilà, la Nouvelle-Zélande, il y a des randonnées incroyables, des paysages juste... Enfin voilà, la nature est hyper préservée. Alors il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un pays hyper engagé écologiquement. Alors certes, ils font des choses, mais bon, au-delà de ça, il y a autant de vaches et de moutons que d'habitants qui sont exportés. Donc bon, il y a quand même des dissonances, mais en tout cas, niveau préservation de la biodiversité de la nature, il y a quand même des choses incroyables. Et donc, ça m'a permis ouais, prendre beaucoup, beaucoup de recul et de me dire, bah, en fait, ouais, ton métier, c'était ça, mais bah, qu'est-ce que tu veux faire maintenant, quoi? Et donc, en rentrant en avril 2020, voilà, à la fin du confinement, si je dis pas de bêtises, enfin, en tout cas, du premier, voilà, je me suis dit, bon, bah, écoute, t'adores le sport, t'adores l'événementiel, il faut que tu construises, enfin, faut que tu fasses quelque chose qui ait du sens, quoi. Donc, donc en gros, moi qui courais beaucoup, j'ai commencé aussi à me rendre plus compte en courant de tous les déchets que je pouvais croiser sur ma route, et ça me rendait dingue en fait et donc j'ai voulu commencer à promouvoir le plugging. Donc le plugging, pour ceux qui savent pas, c'est du ramassage de déchets en courant. Ça vient, alors il y a souvent des gens qui disent: «Ah, pourquoi on dit encore un mot en une autre langue que le français?» Il y a souvent des gens qui font des remarques sur ça. C'est juste qu'en fait ça vient du suédois plocka up, ramasser, et ing pour la partie jogging. Et donc bref, et le fait que j'ai beaucoup aussi bossé sur le Tour de France cycliste à ce moment-là, je sais pas pourquoi, mais je me suis dit: «Bon, bah, pourquoi toi tu ferais pas
un Tour de France en courant pour interpeller sur ces sujets-là, quoi, parce que ça m'embêtait vraiment et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire un exploit sportif pour interpeller. Et bref, de fil en aiguille, il y a aussi le Tour de France cycliste qui m'appelle en août 2020. Le tour avait été décalé à 3 semaines de l'événement et qui me dit, bon, bah, Nico, est-ce que tu veux venir faire pilote pour l'équipe marketing? On a besoin de quelqu'un en urgence. Et là, justement, mince, première dissonance, et je me dis, bah, Nico, qu'est-ce que tu fais? Tu veux faire des choses qui ont du sens et tu vas aller conduire une bagnole sur le Tour de France pendant 3 semaines et demie. Et donc, bah voilà, je me posais quand même pas mal de questions sur ça, parce que bon, il y a quand même beaucoup, beaucoup de voitures sur le Tour de France et beaucoup trop. Voilà, on pourrait limiter ça. Mais en fait, j'ai quand même accepté et en fait, c'est là qu'a commencé Green Nico Tour, l'aventure Green Nico Tour, puisque j'ai fait des ramassages de décès sur chaque étape d'arrivée pour interpeller sur ça et sur les réseaux, ça a commencé comme ça. Et donc du coup, bim, en rentrant, je me suis dit bon bah allez, go, tu bosses à fond sur ce Tour de France en courant que tu veux réaliser. Voilà, réalise ton propre projet et vas-y. Et en gros, pendant 9 mois, j'ai préparé ce Tour de France en courant pour sensibiliser au sport santé planète et en fait, au-delà des déchets, je me suis sensibilisé sur plein de choses, c'est-à-dire que bah, de fil en aiguille, je me suis sensibilisé aussi sur le dérèglement climatique. Voilà, qu'est-ce que c'est le dérèglement climatique, c'est pas facile, etc. Donc, je me suis sensibilisé à un atelier qui s'appelle la fresque du climat, dont je suis animateur. Et puis aussi le sport santé, moi qui m'interpelle depuis pas mal de temps, parce que voilà, on sait que les jeunes sont de plus en plus sédentaires malheureusement, ils ont perdu 25% des capacités cardiovasculaires là en 40 ans, ce qui est juste ahurissant. Et donc l'idée en fait c'était de faire un tour de France pour alerter sur ces trois thématiques, de faire bouger un maximum de personnes, notamment les jeunes, bouger pour leur corps et bouger pour la planète. Et donc voilà, ça a été une grosse logistique, je devais partir au mois de mars. Ça s'est pas fait à cause du Covid. Et puis même logistiquement, j'étais pas tout à fait prêt, donc on a décalé au mois d'août. Et puis du coup, ça m'a permis aussi de faire des opérations du coup à partir de mi-mars dans ma région de France pour sensibiliser sur ces thématiques-là et voir aussi comment ça prenait. Et en fait, de là, ce qui était un projet personnel à la base, c'est devenu un projet collectif puisqu'on a monté une association. Et j'ai vu qu'en effet, il y avait des gens qui venaient autour de ça et c'était juste, c'était cool parce qu'en gros, moi, c'est ce que je voulais faire avec mon Tour de France, c'était fédérer. Et donc j'ai vu aussi qu'on pouvait le faire à l'échelle locale et puis ailleurs. Donc voilà un peu toute la genèse. Et l'idée, c'était vraiment de faire un exploit sportif pour interpeller les gens. Donc en fait, cette aventure, ça a été au final donc 127 jours d'aventure, 122 étapes, et donc uniquement 5 jours de repos. Et l'idée, c'était de faire 38 kilomètres chaque jour, enfin chaque matin, et l'après-midi des opérations de sensibilisation. Donc à la fois bah, réussir le défi sportif, et puis le défi aussi mental derrière de sensibilisation, et d'enchaîner tout ça pour interpeller les gens. Voilà. Très très cool. Bah écoute, bravo pour cet engagement déjà, parce que d'aller au bout de ses idées, de ses convictions, c'est quand même quelque chose d'admirable, surtout dans la société actuelle qui veut mettre tout le monde dans la même case, et de dire non, et puis d'aller essayer de voir différemment et de faire bouger les choses. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet état d'esprit de se dire je vais être le changement que je veux dans le monde, et incarner ce changement-là. Maintenant, j'ai envie de te, alors je sais pas comment dire, de te challenger un peu, de me mettre un petit peu à la place de l'avocat du diable, et puis de te faire part d'une réflexion que j'ai eue. Alors moi, j'habite dans le Finistère et récemment, il y a eu un énorme paquebot qui est venu dans le port de Brest et qui est resté là pendant 5 mois. Et ce paquebot-là, il est tellement énorme, on imagine la taille de ses moteurs et de la consommation de carburant qu'il doit avoir. Je sais plus, j'ai plus les chiffres, mais c'est en tonnes. C'est absolument incroyable. Et pendant 5 mois, ces putains de moteurs sont restés allumés parce que ça coûte plus cher de redémarrer des moteurs que de les laisser tourner pendant 5 mois. Écologiquement, c'est un carnage, quoi. Tu te dis, mais c'est absolument hallucinant qu'en 2021, parce que c'était en 2021, ça puisse encore exister ce genre de pratique. Et tu te dis, juste le simple fait d'ouvrir et de fermer le robinet quand moi je me rase,
Qu'est-ce que ça coûte, qu'est-ce que ça vaut par rapport à un paquebot qui reste comme ça, et puis des exemples de catastrophes écologiques comme ça qui ont des impacts énormes. Il y en a des milliers. Qu'est-ce que tu dis aux gens? Ouais, mais moi, mon pauvre tri sélectif que je fais dans mon sac jaune, qu'est-ce que c'est l'impact par rapport à ces paquebots qui restent tournés dans le vide, Mm. tous ces exemples-là? Ah non, non, j'entends ce que tu dis et tu as complètement raison de me poser la question parce que c'est des questions qui reviennent régulièrement, hein. Et puis pour te donner un exemple concret en 2022, tu vois là, il va y avoir les JO de Pékin qui vont se faire sur de la neige artificielle et qui consomment J'ai vu ça, énormément. ouais. La Coupe du Monde qui va se faire au Qatar, qui est voilà, qui est une catastrophe pour la planète et puis même socialement parce que voilà, on sait tout ce qui s'est passé. Donc non, c'est clair que il y a des choses en effet qui sont énervantes et tu dis bah oui, en effet moi individuellement, qu'est-ce que je vaux par rapport à tout ça. En gros, c'est on appelle ça moi dans les sensibilisations que je fais souvent, c'est un peu le discours de l'inaction climatique entre guillemets. Tu sais c'est vrai hein, des gens qui disent bah oui mais les Chinois ils polluent beaucoup plus que nous, les États-Unis aussi et j'entends c'est les gens qui disent ça, mais l'idée en fait c'est qu'on peut tous en fait être des modèles, être des colibris et en fait se dire que et puis aussi en fait donner des ordres de grandeur aux gens, c'est-à-dire que comment dire, on peut tous agir individuellement, donc ça c'est clair, c'est ce que tu disais avec des petits gestes éco-responsables, le fait de bien fermer son robinet, le fait de bien faire son tri sélectif, mais c'est aussi de montrer qu'il y a comment dire, qu'il y a encore plus de choses entre guillemets. Et puis tout à l'heure je parlais de consomme acteur, c'est-à-dire que pour moi en fait on a la vraie force qu'on a nous, c'est aller dans nos porte-monnaie, c'est-à-dire que bah, par rapport à tout ce qui se passe au niveau de l'alimentation, au niveau des transports, etc. Eh bien, nous, en étant consommateurs, en consommant différemment, en fait, on peut faire changer justement tout ce que font ces gros industriels. En gros, et puis les politiques. En gros, si on veut plus, voilà, on dit qu'il y a un, comment dire, euh, j'ai perdu le nom, mais en gros, un pourcentage de bascule qui dit que si on est à 16% à avoir toutes ces convictions hyper importantes, et bah du coup, on va faire basculer entre guillemets la société sur ces convictions. Et puis là, on voit que tout le monde en parle de plus en plus. Donc c'est pour ça que malgré tout, même si tu peux être hyper négatif hein, par rapport à ça, parce qu'en effet, il y a quand même des choses qui sont assez flippantes pour ce qui va arriver dans les futures années. Mais comment dire? Le but, c'est quand même d'essayer de faire passer des messages positifs et comment dire, et de se dire que oui, on peut tous agir à notre échelle et que ça soit à la fois sur notre mobilité, sur notre façon de consommer, et qu'en effet, en consommant différemment, en étant plus sobre, on peut vraiment avoir de réels impacts. Si on consomme beaucoup moins de malbouffe, etc., enfin, des gros industriels vont être obligés en fait de se poser des questions et de faire les choses différemment et d'agir en fait, d'agir. Donc c'est clair que ça irait beaucoup plus vite si en effet les grosses industries, l'État faisaient plus de choses, hein. Ça c'est clair. Je suis complètement d'accord sur ce discours. Sauf que là, bah, ils changeront. Enfin, disons qu'entre guillemets, la force du peuple, ça doit partir aussi du bas pour monter vers le haut. Et donc je pense vraiment que si on arrive à faire toutes nos actions et après se regrouper ensemble. Moi, c'est vraiment l'idée aussi avec l'association, hein, c'est de fédérer, et notamment grâce au sport, parce que je trouve que le sport, il rassemble énormément de personnes de différents milieux. Eh bien, on peut toucher pas mal de monde. Et c'est surtout aussi de sensibiliser, parce qu'en effet, et ça, je m'en suis encore plus rendu compte sur mon Tour de France, il y a la partie déchets qui est en effet hyper importante, c'est hyper visuel, mais en fait, à côté de ça, ce qui pollue encore plus, c'est ce qu'on émet en fait au quotidien, c'est les émissions de CO2. En gros, c'est tout ce qui est pas visible. Alors, c'est de plus en plus visible entre guillemets avec les catastrophes naturelles qui arrivent de plus en plus, le dérèglement climatique. Voilà, je pense que maintenant tout le monde, enfin, il y a encore des climato-sceptiques, des gens qui croient pas à ça, mais enfin voilà, on peut plus vraiment ne pas faire attention à ça. Tous les constats sont faits au niveau des glaciers. Vous allez à la montagne, vous voyez tous les changements qui sont présents. Et bon, il y a des gens qui disent que oui, des catastrophes naturelles, il y en a toujours eu, c'est vrai, il y en a toujours eu, sauf qu'il y en a pas, il y en a pas eu à cette échelle-là, en fait, aussi souvent, aussi régulièrement. Alors, on en a tout le temps et on va en avoir de plus en plus. Et, euh, et donc, l'idée, c'est vraiment de montrer à tout le monde qu'on peut tous agir au quotidien et aussi encore une fois, je reviens sur ça, c'est l'image des déchets. C'est cool de faire ton tri. Et j'ai souvent rencontré des gens qui se disent écolo, et moi j'ai horreur de ce mot écolo parce que je trouve qu'il renvoie à quelque chose d'assez négatif malheureusement. Mais voilà, il y a des gens qui disent bah ouais, je suis écolo parce que je trie mes déchets, mais qui à côté de ça en fait surconsomment au quotidien. Et donc en fait, eux ils polluent encore plus que les personnes qui jettent par terre. En fait, j'aime pas faire comment dire
de catégorisation dans la population, parce qu'au final, bon, il y a tout type de population qui jette, mais c'est vrai que tu te rends compte que dans les quartiers un peu plus défavorisés, c'est là aussi généralement tu trouves plus de déchets, parce que peut-être qu'il y a moins d'éducation qui est faite sur ce sujet-là. Mais au final, les personnes qui sont dans ces quartiers, ils polluent beaucoup moins. Ils polluent beaucoup moins que les personnes qui recyclent, mais qui à côté de ça surconsomment. Voilà, enfin voilà, c'est toujours aussi l'image de cette bouteille d'eau, quoi. Tu mets ta bouteille d'eau au recyclage, ouais, c'est cool, mais sauf qu'en fait, le bon geste facile à avoir, c'est d'utiliser ta gourde et d'arrêter de consommer du plastique, parce que c'est pas parce qu'on dit que c'est recyclable que voilà, derrière ça génère pas beaucoup d'énergie, etc. Et donc c'est pour ça que mon idée aussi, c'est de sortir de ce concept d'écolo bobo, quoi, de montrer qu'en fait tout le monde peut agir à sa façon, et encore plus bah, peut-être les gens en effet qui ont tendance à surconsommer. Le milieu du trail, il passe pas à côté de ça, hein. Moi j'ai eu la chance pendant mon Tour de France de rencontrer Xavier Thévenard, qui est hyper engagé, qui a pris des engagements forts. Ben voilà, on en a souvent entendu parler. Je crois qu'il y a 2 ans, il a pris la décision de plus prendre l'avion, par exemple. Et c'est vrai que ben, par exemple quand tu fais du trail, il y a des gens qui vont voyager à l'autre bout du monde, qui font des tas de kilomètres pour aller sur un événement, alors que ça, on va dire que ça a été un peu l'avantage du Covid, c'est que les gens, ils ont redécouvert aussi ce qu'ils avaient autour de chez eux, quoi. Donc ouais, je pense que enfin, ce que je dirais, c'est que voilà, avant de critiquer les autres, parce que c'est ce qu'on arrive souvent à faire, hein, de dire bah oui, lui, il y a lui qui fait ça, etc. Bah c'est de se dire bah moi aussi je peux agir, quoi. Et puis en France, pourquoi on ne serait pas un modèle? Pourquoi on n'insufflerait pas justement justement des actions sur ça, et pourquoi on servirait pas de modèle, quoi? L'idée c'est que encore une fois, on agisse tous ensemble, et c'est pas l'idée de dire bah ouais mais lui il fait ça, donc bon pourquoi moi je le ferais pas, enfin pourquoi moi je le ferais, quoi. Non, en fait, c'est juste qu'on peut tous agir. Voilà, globalement, ma réponse. Ouais, non, mais c'est intéressant puisque, tu sais, il y a la loi de Pareto, 80-20, Ouais. que tu dois sûrement connaître et qui dit que 20 des actions, ont 80 de tes résultats. On peut aussi l'appliquer, à l'inverse, que, à 80 de la population, va avoir un impact sur les 20 qui décident. Donc du coup, ça veut dire que ça va apporter 80 des résultats, parce que ces 20 vont eux-mêmes changer. Enfin, je sais pas si on me suit dans mon raisonnement, mais c'est pour dire que ta théorie du colibri, elle est extrêmement bonne. Maintenant, en fait, je pense qu'il faut aussi voir la globalité, la totalité de chaque action que l'on peut avoir, et puis sans encore une fois juger l'autre, parce que on peut prendre cet exemple du trailer parce que c'est un exemple qu'on connaît bien. Le trail, par essence, c'est quand même un sport qui est très peu polluant, comparé à d'autres sports, peut-être, alors sans aller dans les sports automobiles, mais enfin, on a très peu de matériel, tu vois? Je sais pas, un vélo, on n'a pas de vélo, enfin, ou si on fait de l'entraînement croisé, mais, enfin, tu peux sortir de chez toi sans avoir à prendre la voiture à chaque fois pour aller en entraînement, tu vois? Donc, tu as cette conscience de la nature, donc on peut imaginer aussi que, beaucoup de trailers, vont, au boulot en vélo, essayent de consommer des produits locaux, enfin, et je pense que chaque personne a sa petite action, Ah ben, éco-responsable. je pense que oui, et dans le trade, il y a peut-être plus de personnes qui sont sensibles à ces sujets, ça c'est clair, ça c'est clair. Mais du coup, hem, comment dire? J'ai pas envie de fustiger quelqu'un qui va prendre l'avion pour aller, découvrir, heu, une autre culture, une autre terre, hem, heu, tu vois? Même si, effectivement cette action, prendre l'avion a un impact sur l'environnement, mais toute la multiplicité des actions, qui sont au cours de la vie de cette personne au quotidien, heu, n'a très peu d'impact, tu vois? Je pense que celle la personne qui prend l'avion 1 à 2 fois par an pour aller faire son trail, il va avoir moins d'impact que, sans rentrer dans les clichés, mais c'est la personne qui va surconsommer, se déplacer avec un gros 4x4 toute l'année, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? En fait, mon but, c'est, enfin, encore une fois, justement, c'est pas de donner des leçons, et c'est vraiment pas ça, justement, c'est pas le but de l'association, c'est pas de fustiger ce que les gens font. En fait, c'est juste de donner des ordres de grandeur. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que,
en effet, tu peux pas. Enfin, je veux dire, moi aussi, je suis parti en Nouvelle-Zélande en avion, donc voilà, je veux dire, je veux pas, je suis vraiment pas donneur de leçons, quoi. Mais en fait, c'est juste de donner des ordres de grandeur aux gens, parce qu'en fait, les gens sont pas forcément au courant. En fait, juste pour te donner un ordre de grandeur par rapport à l'avion, et c'est ça qui est assez dingue, hein. Et moi, c'est aussi pour ça que j'ai pris cette décision de voyager autrement maintenant. C'est qu'en gros, tu peux, enfin, moi, tu vois, je suis parti en Nouvelle-Zélande. En gros, pour parler d'empreinte carbone vite fait, l'empreinte carbone, tu vois, pour respecter les accords de Paris, donc arriver au plus de degrés d'ici 2100, donc plus de degrés, hein, qui va quand même bouleverser considérablement toute la biodiversité, etc. En fait, d'ici 2050, on est censé tous bien baisser notre empreinte carbone. Actuellement, en France, on est environ à 10 tonnes de CO2 par habitant. Pour respecter ces accords de Paris, on doit arriver à 2 tonnes. D'accord, ce qui est énorme, hein. Tout le monde n'y arrivera pas, mais le but c'est qu'on arrive tous à réduire quand même. Et pour te donner un exemple, un aller-retour Paris-New York en avion, c'est 2 tonnes de CO2. Et donc, et si tu compares ça à quelqu'un qui, en effet, au quotidien, fait des éco-gestes simples dans sa maison, bah, du coup, peut-être que des fois, en fait, il a l'impression de bien faire, mais en fait, il y a des choses qui viennent exploser ce qu'il fait. Et encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, c'est pas. En fait, je donne juste des infos. Les gens font ce qu'ils veulent, ils peuvent prendre l'avion, voilà, mais c'est juste donner des ordres de grandeur pour que chaque personne aussi sache comment agir. Parce que des fois, voilà, il y a des choses qui sont compliquées. Et la partie transport, en tout cas en France, mais tu parles de la bagnole, la voiture, c'est aussi un fléau, hein. C'est ce comportement individuel qu'on a aussi. Si tu regardes les gens qui voyagent en voiture, enfin qui sont en voiture, généralement ils sont tout seuls dans leur voiture, parce qu'on a eu tendance à justement à favoriser ce qu'on a tous individuellement, quoi, avoir sa voiture individuelle, etc. Et donc euh, et donc c'est juste en fait apporter des notions aux gens. Encore une fois, c'est pas, je veux vraiment pas fustiger chaque action des gens, parce qu'en effet, il y a des gens qui ont besoin aussi de découvrir d'autres cultures. Et puis je dis pas qu'il faut peut-être totalement interdire ça. C'est pas l'objectif. Je pense en étant jeune, on peut peut-être un peu plus le faire aussi, et après être un peu plus raisonné, parce qu'en effet, découvrir des cultures, c'est aussi hyper important. Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'autour de soi, et moi je l'ai vu notamment avec mon Tour de France, en fait, il y a des cultures hyper fortes. Enfin, rien qu'en France, déjà, si tu vas un peu partout en France, t'as des cultures géniales à découvrir. Et puis c'est aussi de montrer qu'on peut se déplacer autrement, quoi. T'as des trains qui vont partout en Europe, et alors t'as toujours cette notion de temps. Moi, vraiment, le gros sujet qui est ressorti de ce Tour de France, c'est cette notion de temps, quoi. En fait, c'est prendre le temps, et tout le monde peut pas forcément le prendre. Enfin, tout le monde est différent par rapport à ça, mais en fait, on est dans une société qui nous a appris, et dès le plus jeune âge, hein, qui nous dit, bah voilà, votre temps il est entre guillemets hyper serré, parce que tu dois avoir du temps pour aller à l'école, pour bosser, pour faire tes loisirs. En fait, on nous a créé des loisirs aussi, tout ce qui a été créé, et c'est là aussi où je pense que le trail c'est une force, parce qu'en fait le trail, c'est ta pratique de loisirs, donc en gros tu fais un peu comme tu veux, mais c'est vrai qu'au-delà de ça, il y a plein de loisirs qui se sont créés, et du coup, en fait, moi, ce que j'exprime à chaque fois aux gens, c'est pas compliqué. Ce que j'exprime, en fait, c'est juste de revenir un peu en arrière, quoi. C'est juste d'être plus sobre. C'est en effet, ce que tu disais, le trailer, ce qu'il peut faire très bien, c'est aller se déplacer de chez lui en courant. Enfin voilà, c'est plus forcément aller prendre la voiture pour aller je ne sais où. Comment dire, c'est juste faire son jardin. Enfin, je veux dire, en fait, tout ça, il y a plein de gens qui actuellement disent, ah bah c'est cool, je refais mon jardin, mais en soi, nos grands-parents, c'est ce qu'ils faisaient. Donc en fait, on revient juste en arrière sur certains sujets. C'est juste qu'on a certainement été beaucoup trop loin sur plein d'aspects. Donc, et moi vraiment, l'idée avec mes exploits sportifs et avec l'association, c'est vraiment de fustiger personne, c'est de se dire que chacun peut agir à son échelle, et c'est surtout en fait de donner de l'information, parce qu'en effet, je pense qu'on manque pas mal d'informations sur beaucoup de sujets, et voilà, c'est se dire vraiment qu'on peut tous agir à notre échelle en gardant en fait un message positif. C'est-à-dire qu'en effet, d'un côté, tu as des gens qui sont pas du tout sensibilisés, de l'autre côté, tu as des gens qui sont hyper sensibilisés, mais qui sont des fois extrémistes, en fait, qui en effet veulent imposer leurs choses, qui disent bah voilà, ça c'est pas bien ce que tu fais, tu devrais faire comme ça. Non, non, en fait, l'idée c'est d'essayer quand même de faire passer le message positivement. En fait, c'est de se dire bah ouais, c'est cool ce que tu fais, peut-être que tu pourras aller plus loin sur certains sujets, mais c'est vraiment pas de fustiger, d'être négatif sur ça, parce qu'en fait, quand tu es négatif, ou quand tu, comment dire, quand tu dis aux gens, comment dire, bah fais pas comme ça parce que c'est pas bien, ils vont avoir tendance en fait à faire encore pire, parce que voilà, ils vont se dire ah c'est bon, il me saoule, pourquoi, enfin, voilà, je vais faire encore pire, quoi. Enfin voilà un peu mon état Ça, d'esprit. c'est de la pédagogie, ouais. C'est ça, c'est de la pédagogie, ouais.
Mais c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que, tu vois, j'écoutais un podcast, sur les, je sais pas si tu as entendu parler de cette nouvelle technologie des NFT? Mmh. Et puis tu te dis, en fait, on va arriver dans un monde totalement virtuel, et puis, la personne qui interviewait disait: «Mais enfin, pourquoi est-ce qu'on irait dans ce monde-là?» Enfin, ça n'a aucun sens, en fait, au jour, où on parle de reconnexion entre les gens, et puis, la personne qui développait justement cette technologie-là disait que l'être humain avait, toujours, résolu, ouais, des problèmes, et que, c'était dans sa nature de vouloir, avancer, 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 et que, le retour en arrière, en fait, était, extrêmement, difficile, voire impossible. Hem Et du coup, je sais pas, en fait, je me dis, parfois que les problèmes d'ordre, écologique seront résolus par des gens qui trouveront des solutions. Je sais pas, par exemple, tu vois, quand on pense à tous ces bateaux qui arrivent à ramasser des quantités énormes de déchets, puis d'en refaire des choses, mmh, tu vois? Ou Ouais, il y a tous en toutes fait, ces il y a entreprises, en fait, qui créent des choses, dont on n'imagine peut-être même pas, nous, à notre niveau intellectuel. non, non, mais Enfin, c'est du moins le mien. non, mais il y a des solutions qui existent en effet pour agir. Après, c'est de se dire aussi que la grosse base, c'est aussi d'être plus sobre, quoi. En effet, il y a plein d'entreprises aussi qui développent du low-tech, hein, tout simplement. Moi, je suis aussi actionnaire chez Time for the Planet, qui est une entreprise à but non lucratif, qui d'ailleurs, en termes de communication, est l'une des meilleures sur LinkedIn actuellement. Enfin, voilà, je sais pas si t'as pu voir, mais c'est J'ai juste assez regardé, ouais. hallucinant. Et en fait, justement, ils ont cet esprit communautaire, de dire que bah voilà, tout le monde peut agir à son échelle. Et justement, ils sont en fait, eux, ils veulent financer sans innovation. Et le but, c'est d'être en open source, que ça soit ouvert à tout le monde. Donc, c'est-à-dire que si un modèle se met quelque part en France, par exemple, et ben, il sera développé en Chine, etc. Et c'est de favoriser les low-tech ou comme les technologies pour justement emmagasiner les gaz à effet de serre. Mais l'idée aussi, c'est de dire aux gens que, alors certes, il y a des technologies qui vont pouvoir nous aider, mais en fait, enfin, ça va pas nous sauver. En effet, l'être humain, et c'est ce que tu disais auparavant, a toujours eu tendance à, enfin, a toujours tendance à penser qu'il peut toujours, enfin, qu'il est plus fort que tout. Et c'est ce qui se passe avec Elon Musk, etc., qui veulent aller dans, enfin, je veux dire, il y a quand même des trucs délirants qui se passent, hein. C'est des mecs qui pensent quand même à aller foutre nos déchets, dans l'atmosphère. Enfin, je veux dire, à un moment donné, non, il y a pas deux planètes. Enfin, je veux dire, c'est trop facile de bousiller une planète et de foutre ça ailleurs, quoi. Enfin, non, non, enfin, en fait, c'est juste de revenir, pour moi, c'est, enfin, revenir en art, c'est même, enfin, c'est juste revenir à des choses qui sont simples, quoi. Et, euh, et tu vois, tu parlais du sport. En Europe, en France, on est les premiers consommateurs d'articles de sport. Et c'est vrai que bah, si tu vas, après, encore une fois, je fais pas de focus sur des courses en particulier, etc. Mais voilà, t'as toujours cet attrait. Si tu vas sur l'UTMB, par exemple, bah, c'est la démesure des marques qui viennent pour faire leur marketing. Et il y a plein de coureurs qui vont sur l'UTMB qui, du coup, ont leur tenue qui est toute neuve. Enfin, tu sais, qui ont tendance à souvent changer. Et c'est hyper difficile, hein, dans l'événementiel à changer ces concepts-là. Tu vois, il y a l'Eco-Trail qui s'est engagé, enfin, tu vois, il y a 2 ans, et puis il y a d'autres courses qui font ça, hein, qui font plus de t-shirt finisher. Et parce que généralement, ils sont faits à l'autre bout du monde. Et en fait, en soi, ton t-shirt finisher, enfin, la plupart des gens, ils le mettent pas souvent, quoi. Enfin, je veux dire, pas régulièrement. Et en fait, c'est juste que, encore une fois, on nous a conditionnés. On nous a conditionné à avoir en fait quelque chose au bout, avoir un t-shirt finisher, et du coup, eh ben, on tient absolument à l'avoir. Sauf que quand tu te poses la question de ce dont tu as vraiment besoin, est-ce que tu as vraiment besoin de ça? Et à côté de ça, et tu mets toujours le côté financier à côté de ça, c'est-à-dire que bah du coup les runners ils vont dire derrière ça, oui, mais alors ton prix de dossard, enfin du coup j'ai même pas le droit à mon t-shirt alors que j'ai mis beaucoup dans le dossard. Bon, parce qu'il y a aussi l'aspect sport business, hein, qui est venu se mettre dans ça, sauf que bah ce qu'il faut savoir aussi dans les organisations sportives, c'est que maintenant tu as tout l'aspect sécuritaire qui coûte énormément, et donc du coup bah en effet un dossard c'est plus forcément donné sur certaines organisations. Donc bref, tout ça pour dire que moi je pense qu'il faut vraiment pas penser que c'est les technologies qui vont nous sauver, parce que ça sera pas le cas, parce que on a été beaucoup trop loin. Moi le gros message que je veux faire passer en fait, c'est juste d'être plus sobre à son échelle, quoi. Et après en effet il y a d'autres solutions qui vont exister. Tu vois, tu parlais du paquebot tout à l'heure. Là tu vois par exemple Time for the Planet, ils vont financer un projet de gros bateaux, les gros bateaux porte-containers en effet, etc., qui polluent beaucoup, ben, de mettre une grosse voile dessus,
voilà, qui va permettre aussi de faire avancer comme ça sans énergie fossile les bateaux, quoi. Mais voilà, et puis surtout ce que les gens faut qu'ils comprennent, c'est que en soi, la planète, elle existera toujours. C'est juste qu'en fait, nous, on est en train de se bousiller tout seul. En gros, c'est nous qui disparaîtrons en surconsommant comme ça. Donc moi, je pense juste que c'est juste revenir sur des choses assez simples. Et tout à l'heure, tu disais aussi, et je vais finir sur ça, sur cette partie-là, c'est que euh, en fait, pour moi, c'est pas, il n'y a pas que des questions environnementales. C'est en fait, c'est surtout aussi des questions sociales. En gros, pour moi, si on s'est tous éloignés socialement, c'est parce qu'on s'est aussi éloigné de la nature. Enfin, pour moi, les deux sont liés. C'est que si tu fais pas attention à la nature, tu fais pas attention à l'autre. Pour moi. Et du coup, bah, tu vois, les gamins, c'est ça en fait. Et on a aussi plus tendance à être sur nos téléphones, etc. Et du coup, tu prends plus le temps, peut-être qu'on prenait avant, pour aller dans la nature, se balader, regarder autour de toi. Et du coup, en fait, découvrir ce que tu as autour de toi et découvrir les autres, en fait. Découvrir, en effet, aller prendre du temps, discuter avec les gens, échanger avec eux et voilà, et ne pas rester forcément dans son coin sur son téléphone et aller discuter avec les gens, quoi. Voilà, globalement, c'est pour ça. Les deux, pour moi, sont vraiment liés. Très très cool, vraiment. Je suis très content d'aborder cette question de l'écologie avec toi et puis alors, je pourrais passer pour celui qui est qui fait un peu qui est à l'inverse de cet esprit écologique, mais tous ceux qui me connaissent sauront que les questions que je te pose, c'est vraiment pour te faire dire ce que j'ai envie de te faire dire. Et tu vois, là, je suis en train d'organiser un trail, un ultra autour de chez moi sur la presqu'île de Crozon avec tous ces sujets de Natura 2000, toutes ces choses-là. Et je comprends tout ce que tu dis sur les questions de l'organisation, qu'il y a des règles à respecter et puis que c'est assez compliqué. Et j'ai envie de créer un événement qui sont un peu novateurs sur ces sujets-là, parce que tu as énormément de choses qui se font, qui sont absolument incroyables. Je sais pas, je pense à toutes les questions de balisage, de gaspillage alimentaire aussi sur les ravitaillements. Enfin, euh, et il y a encore beaucoup de choses à faire. Grâce justement à certaines technologies qui existent, je pense au tracking GPS, enfin bref. Mhm. Donc il y a beaucoup d'actions à mener encore et des choses à faire. On a beaucoup parlé d'écologie, très peu de ton défi. Donc si tu veux bien, j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu plus. Alors, plus de 4000 kilomètres, 100 jours. Quelles ont été les plus grandes difficultés dans ce défi? Ouais, du coup, ouais, juste 4600 kilomètres en 127 jours. Du coup, bah, en fait, les plus grosses difficultés, au final, ça a plus été d'ordre logistique que physique. C'est assez surprenant parce que même moi, je pensais pas que ce tour, en fait, se passerait aussi bien. Bah, de toute façon, pour donner un exemple, en fait, à la base, j'étais censé m'arrêter à Paris le 11 décembre. Et c'est vrai qu'en fait, je me sentais bien et j'étais parti du nord de Vieux-Condé, de la ville dans laquelle je suis originaire. Donc c'est vrai que, en gros, pour boucler la boucle, j'ai fait 7 jours supplémentaires pour finir ce tour et donc du coup arriver à ces 4600 kilomètres. Et disons qu'en fait, ouais, faire 38 kilomètres par jour, ça peut paraître assez ahurissant. Mais je me suis bien préparé avant, hein. J'ai fait des prépas marathon, et puis voilà, je me suis bien préparé. Et puis j'ai aussi fait beaucoup comment dire, je visualisais aussi beaucoup les choses. On en parle beaucoup aussi ça dans le sport, mais voilà, de s'imaginer arriver, etc. Et ça, pour moi, c'était hyper important. En fait, physiquement, je pense qu'une fois, entre guillemets, que la machine, on va dire, enfin, le corps, on va dire que c'est une petite machine, mais en gros, bah, c'est ce que tu disais, enfin, on en discutait tout à l'heure, mais en gros, quand tu habitues ton corps à quelque chose, bah, disons que ça devient une routine. Donc, physiquement, tu vois, la 25e étape, au bout de 22 kilomètres, enfin, j'ai eu une douleur dans une cuisse et donc là, en fait, je me suis écouté, j'ai fini l'étape en marchant et puis j'étais voir un ostéo parce que j'ai eu la chance d'être accompagné par l'association des ostéopathes de France qui en fait enfin ils sont un peu partout en France, donc même si au final j'en ai vu que 13 sur les 127 jours, donc c'est pas énorme, mais dans tous les cas ça m'a aidé. Et donc c'est vrai que le lendemain je suis reparti en marchant les premiers kilomètres et puis en courant. Et c'est vrai que hormis cette alerte là, en fait, bon, voilà, j'ai eu des petites douleurs par-ci par-là, mais j'ai pas eu d'autres grosses douleurs. Et disons qu'en fait après ça a été plus facile parce que en fait mon corps il s'est vraiment habitué en fait à faire cet effort physique.
Donc en fait, disons que bah, le matin, comme quand vous allez au travail ou comme quand vous allez à l'école, bah moi, mon but c'était de partir et d'aller courir. Et en fait, je m'échauffais même pas. Le dernier mois et demi, alors c'est pas un bon exemple, hein, mais je m'étirais même plus parce qu'en fait, c'était vraiment devenu une routine. Et donc ça, c'était assez incroyable de se rendre compte que aussi comment mentalement on peut avancer. C'est-à-dire que j'ai jamais été dans le rouge. Tu vois, même là, après le Tour de France, j'ai pas de difficulté, ça va. Alors peut-être que je le paierai plus tard, hein, parce que mes genoux, dans tous les cas, ils ont quand même pris, faut pas se mentir. Mais pour l'instant, ça va. Et non, en fait, disons que la difficulté, c'était de. Donc moi, j'avais la chance, en fait. C'est bien, là, on parle de moi, mais en effet, tout à l'heure, je parlais d'association, c'est-à-dire que ce Tour de France, si j'avais pas eu tous les gens qui sont autour de moi, j'aurais pas pu le réaliser. C'est vrai que bon, moi, je suis souvent mis en avant parce que c'est moi qui ai couru, mais moi, j'aime bien le on, enfin, j'aime bien le nous, c'est-à-dire que donc il y avait une équipe derrière. Moi, j'ai des bénévoles dans l'asso qui m'ont beaucoup aidé, un apprenti aussi. Voilà, parce qu'en gros, bah, pour faire les sensibilisations dans les écoles, être logé chez l'habitant aussi, parce que mon but c'était d'être logé chez l'habitant. Et aussi, j'avais un vélo en fait, qui m'accompagnait sur chaque étape pour transporter le matériel. Donc, il y avait un relais. C'est-à-dire que c'était pas toujours la même personne. Et bah du coup, il fallait que bah, derrière ça, j'ai une équipe aussi qui puisse appeler les écoles, qui puisse appeler les mairies. Enfin voilà, pour faire toutes ces sensibilisations et que tout se passe bien, parce que en fait, c'est vrai que bah, si tu arrives sur la ville, que tu sais pas où dormir et que enfin tu dois t'occuper de ça après, c'est plus compliqué quoi. Mentalement, c'est difficile. Donc encore merci à eux et merci à toutes les personnes en fait qui m'ont accueilli, parce que voilà, sur les 127 jours, j'ai été hébergé 127 fois chez l'habitant. Donc il y a juste 2 jours où ça a été plus compliqué, mais sinon ça c'est aussi c'est vraiment la force aussi de cette aventure, c'est que c'est une aventure humaine avant tout. Et en fait, c'était aussi de montrer aux gens que c'est possible en 2021, 2022, voilà, de compter sur les autres. Voilà, si tu regardes les médias les plus suivis, enfin eux, ce qui les fait vendre, c'est tout ce qui est insécurité, c'est voilà, c'est faire peur aux gens, c'est dire bah oui, mais on peut plus faire entre guillemets confiance. Enfin, c'est souvent ce qui ressort quand même quoi. Et là, c'était aussi de montrer que non, en fait, il y a des gens qui sont formidables partout en France, qui ont été prêts à m'héberger, à m'accueillir. Voilà, j'ai sensibilisé plus de 3000 personnes. Donc j'ai été dans beaucoup d'écoles, beaucoup de centres extrascolaires, j'ai rencontré des élus, on a fait des événements publics aussi. Donc bah tu vois, notamment à Besançon, c'est là où j'ai rencontré Xavier Thévenard. Et donc voilà, et je dirais que juste, enfin en fait ouais, c'était l'aspect logistique qui était plus compliqué, parce que voilà, bah, notamment pour la partie vélo, tu vois, sur la partie vélo, il y a 48 personnes qui se sont reliées sur ce vélo sur les 127 jours, donc un jour, 2 jours, une semaine. Et c'est vrai que bah, il y a des fois, la semaine, quand tu pars le matin, bah, les gens ils travaillent, donc c'est pas toujours facile de trouver des gens qui sont disponibles. Donc on essayait de l'anticiper, mais il y a des fois où ça a été vraiment galère. Bah, alors après, c'était aussi des belles histoires, parce que par exemple le vélo, il a voyagé une fois, tu vois, en train. Le jour d'avant, en fait, j'ai rencontré un cycliste qui voulait m'aider, mais qui était pas dispo en fait pour m'accompagner le lendemain. Et donc ils m'ont hébergé dans leur club de vélo. Et en fait, il m'a trouvé une solution, c'est-à-dire que lui, il était contrôleur SNCF. Il bossait pas le lendemain, mais il s'est arrangé avec ses collègues. Et en gros, on a foutu le vélo dans le train. J'ai fait mon étape et j'ai été récupérer le vélo à Orthez, d'où j'arrivais. Et donc voilà, c'est des belles histoires. Et disons que je pense que physiquement, ça s'est bien passé aussi, parce que mon objectif chaque jour, en fait, c'était de me dire que j'allais voir des gens derrière, j'allais voir des écoles, j'allais voir des enfants. Et ça, c'était juste hyper fort quoi. Là, rien que le fait d'en parler, tu vois, enfin ça vibre en moi, parce que c'était dingue. Et je m'en suis encore plus rendu compte à la fin. Tu vois, à la fin, je relâchais un peu. Et moi, ça m'arrivait tu vois, sur les dernières étapes de chialer. Je me souviens, il y a 230 gamins qui m'ont accueilli quelque part là. Et ils se sont même demandé ce qui était en train de se passer, parce que en fait, ils ont cru que je m'étais blessé, parce que j'étais en train de fondre en larmes. Sauf qu'en fait, c'était juste que voilà, il y avait 230 gamins qui étaient là au taquet, qui criaient, qui étaient hyper engagés. Et en fait, ça me touche quoi, parce que c'est quelque chose que je porte dans mes tripes, et c'est pour ça que je le fais quoi. Donc non, aventure incroyable. C'est quand t'as une cause comme ça qui te dépasse, qui est beaucoup plus forte que ta, entre guillemets, ça n'a rien de personnel ce que je veux dire, mais c'est vrai pour tout le monde, que ta petite personne. Et quand tu cours comme ça pour une cause, il y a toujours quelque chose d'émotionnellement beaucoup plus fort, beaucoup plus intense, je trouve, que quand tu fais les choses pour toi-même. Euh, Comment est-ce que tu as monté ce projet? Parce que niveau logistique, tu l'as dit, c'est quand même assez lourd. Alors, tu nous as dit que tu bossais dans l'événementiel, donc j'imagine que tu avais quelques connaissances quand même pour monter ce type de projet. Mais
Tu vois, je recevais en début de mois là, mince, ouais, il m'excusera s'il écoute j'ai oublié son prénom, qui va faire, le projet Agrippa, donc c'est un projet de traverser la France en run and swim, Hermano, voilà, Hermano Di Micheli, qui va faire, désolé Hermano, qui va faire le projet Agrippa, donc run and swim à travers de la France. Logistiquement, c'est quand même assez solide, faut trouver des partenaires, enfin voilà. Comment est-ce que tu as monté toi ce projet? Ouais, bah, disons que j'y ai passé beaucoup de temps et qu'en effet, c'est une grosse logistique. Donc, en effet, le fait que d'avoir bossé dans l'événementiel sportif auparavant, je pense que ça m'a beaucoup aidé parce que j'avais déjà un petit réseau, etc. Bah, en fait, en gros, en effet, il y a eu la recherche de partenaires. Tu vois, bon, j'ai un partenaire, moi, qui est la Maïf, qui est hyper engagé et qui m'a beaucoup aidé sur cette aventure aussi parce qu'ils ont des militants partout en France, donc ça aide. Et puis, ils sont vraiment hyper engagés. Et puis, nous, notre but aussi, c'était d'avoir des partenaires qui soient tous hyper engagés justement sur ces thématiques. Donc disons que bah, j'ai bossé pendant 9 mois quand même, enfin 9 mois énormément dessus sur la construction du parcours, bah, parce que voilà toutes les villes elles étaient connues auparavant, hein, donc c'est pour ça que en fait il y avait un timing entre guillemets parce que justement bah, pour contacter les mairies etc c'était hyper important donc non j'ai passé bah, beaucoup de temps et comme je le repasse actuellement et c'est ça qui est dur pour moi de passer beaucoup de temps sur l'ordi sur le téléphone à tout organiser et puis en fait à essayer de fédérer en fait autour de ça. Donc c'est pour ça que je pense que ça m'a beaucoup aidé aussi au final de même si ça m'a rajouté des événements, tu vois, à partir de mi-mars à faire des opérations dans la région de France, mais en fait ça m'a aidé aussi à faire connaître le projet et en fait je dirais qu'en fait le destin fait beaucoup de choses et que quand tu crois aussi en ce que tu fais, je dirais que le positif peut attirer le positif, c'est-à-dire que il y a toujours des coups du destin qui se sont faits quoi et tout s'est fait naturellement, c'est-à-dire que tu vois, pendant le tour, les gens qui m'accueillaient, ils étaient plus stressés pour moi que peut-être la force que j'ai, c'est que je sois pas stressé, parce que c'est vrai qu'il y a des jours où bah, le lendemain, je savais pas où je dormais, etc. Mais je savais qu'il y aurait toujours une solution. Et même si on l'avait pas le jour J. Bah voilà, j'allais vers les autres et je pense que c'est la communication qui est hyper importante en fait aussi, c'est de savoir transmettre les choses simplement et d'aller vers les autres. Donc, je dirais quoi, ça s'est fait. Voilà, il y a eu beaucoup de travail hein, pendant 9 mois, beaucoup en effet, de recherche de partenaires, de construction du site internet, voilà, le temps sur les réseaux sociaux aussi. Hein, ça prend. C'est moi qui bossais dans l'événementiel sportif sur l'aspect marketing et logistique, tu vois, je disais toujours la com. Ouais, bon, ce que vous faites en soi, ça va, ça prend pas de temps. Tu vois, j'ai complètement changé mon discours par rapport à ça, parce que c'est hyper chronophage, tu vois. Et puis en fait, parce que pour sensibiliser, tu dois passer par là maintenant, c'est-à-dire Instagram, Facebook. Enfin voilà, j'utilise beaucoup parce que c'est comme ça aussi que tu peux sensibiliser les plus jeunes. Et donc bon, c'est vrai que ça c'était assez lourd, mais disons que ouais, j'ai eu la chance d'être bien accompagné par des bénévoles, comment dire, ouais, par tout ça et que les choses se soient plutôt bien goupillées, et puis qu'il y ait vraiment des gens qui ont joué le jeu, des mairies, des départements aussi, enfin voilà, qui ont fait passer le message sur mon aventure, des médias aussi, encore une fois, tu vois, sur la partie média, pour le coup, ça c'est un truc, on avait préparé un communiqué de presse, mais en fait, on n'a pas été vers les médias, c'est-à-dire que on n'a pas été les solliciter, et en fait, ils sont venus naturellement. Donc ça, c'était cool aussi parce que en fait, tu te rends compte que quand tu es transparent, en fait, moi, c'est ça aussi que je veux dire aux gens. Par contre, j'ai toujours bossé comme ça, même quand j'étais commercial. C'est la transparence, quoi. Pour moi, et on est dans cette société qui a besoin de transparence. Et j'ai toujours été très transparent sur tout ce que je faisais. Et, euh, et je pense que, bah, en fait, être naturel et faire ça, en fait, ça facilite les choses. Après, peut-être que j'ai aussi une bonne étoile au-dessus de moi, hein, certainement, mais, euh, mais ouais, je dirais que voilà, ça a été beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Et c'est là où je te disais que, tu vois, où je te parlais de tout à l'heure, mon temps pro-perso. Euh, Au final, bon, c'est vrai que je m'investis beaucoup pour l'asso et tout ce que je fais. Donc, en effet, peut-être que je délaisse beaucoup trop le côté perso. Et donc, voilà, il faut que j'arrive aussi à trouver cet équilibre parce que c'est quelque chose qui me tient au trip de sensibiliser, de véhiculer des choses via le sport, mais voilà, faut pas que j'en oublie aussi ce qu'il y a à côté. Donc ouais, voilà globalement un peu comment ça s'est construit logistiquement. Et
Une question me vient parce que tu le dis, ça te prend énormément de temps, de la répartition pro perso, c'est compliqué. Hem, de quoi tu vis, heu, pendant toute cette aventure de 9 mois, heu, c'est une activité à plein temps que tu as, j'imagine? Ouais, non, c'est une très bonne question. Tout le monde se pose cette question-là parce que c'est vrai que quand tu sensibilises en plus sur ces thématiques-là, disons que c'est peut-être des fois un peu plus compliqué. Bah, pour être clair, en gros, quand moi j'avais été dans ma boîte, j'avais fait une rupture conventionnelle. Donc en fait, j'ai eu la chance aussi de toucher le chômage pendant pas mal de mois et donc du coup de pouvoir construire. C'est-à-dire que je suis pas resté dans l'inaction, j'ai construit l'asso et etc. Et en effet, ce Tour de France, moi, mon but c'était de le faire bénévolement. Mais sans pour autant dépenser d'argent. C'est pour ça que j'ai été logé chez l'habitant, que le midi je mangeais dans les écoles, etc. Donc en gros ça m'a rien coûté. Et puis en fait on va dire que les surcoûts c'était pris en charge par nos partenaires. Voilà donc comme la Maïf, comme les autres partenaires qui sont engagés, des partenaires publics comme Valenciennes Métropole. Tu vois en termes de logistique aussi, enfin en termes de comment dire ouais, de logistique, tu vois j'ai été aussi accompagné par On Running au niveau des chaussures. Bon parce que mine de rien tu uses pas mal de chaussures quand tu fais ça. Euh, aussi par aussi bah tu vois au niveau des vêtements c'est pareil en fait je voulais vraiment que tout soit engagé donc j'étais aussi accompagné par une jeune marque qui est au Garonne qui fait des vêtements en laine de mérinos et euh, et d'ailleurs, c'est une matière incroyable et qui me permettait en fait aussi de porter des vêtements pendant 10 jours sans pour autant sentir la transpiration parce que c'est l'avantage de la mérinos. Donc tout ça pour dire que voilà, ça m'a rien coûté. Après, je l'ai fait bénévolement, j'ai rien gagné. Et là, en fait, justement, on est en train de consolider l'association, c'est-à-dire que bah là, je vais certainement devenir salarié de l'association sans pour autant, enfin moi, en tout cas, j'estime que c'est pareil en étant plus sobre. Et puis j'ai la chance de pas encore avoir de famille non plus, hein, mais je veux dire en étant plus sobre, j'ai pas besoin de gagner je ne sais combien par mois. Un minimum, ça me suffit. Et donc ouais, là en fait, en gros, on est en train de regarder pour que je devienne salarié de l'association parce qu'en effet, je passe 100% de mon temps dessus. Après voilà, bah faut chercher des partenaires qui te fassent confiance et qui véhiculent les mêmes choses que toi. Donc voilà un peu le modèle et puis après j'ai aussi la chance justement bah, de par ce que j'ai fait de faire des interventions. Je deviens aussi vacataire là dans des universités justement pour sensibiliser sur ça. Et c'est ça qui est génial quoi. Mmh. Ah ça c'est vraiment un sujet et moi j'ai vraiment aucun problème avec ça. Les gens qui travaillent sur un projet et qui vivent grâce à ce projet-là et qui surtout quand c'est pour une cause, comme celle que tu défends, je trouve ça totalement logique que ça devienne une activité finalement presque, bah, c'est même pas presque, c'est une activité pro, que tu sois rémunéré pour ça. Parce que sinon tu peux pas continuer quoi, tout simplement. Ouais, Si ouais, tu as de et puis c'est sortir aussi du principe, ça j'en parle souvent aussi aux gens, c'est que les enjeux environnementaux, je pense que pendant pas mal de temps, on a cru que c'était des choses qui devaient juste être faites bénévolement. En gros, c'était et pour moi du coup enfin comment dire, je dirais que ça dévalorisait la cause. Là, on est quand même tous conscients de ce qui se passe et donc à un moment donné, si aussi tu veux valoriser ça, bah c'est normal aussi que bah, qu'il y a des choses qui se payent, tu vois, qu'il y ait du consulting sur ces sujets-là qui soient payantes. Enfin voilà, comme tout quoi. Et puis en plus tu donnes du sens à ce que tu fais même si ça peut paraître logique, mais voilà, pour moi, enfin, c'est aussi valoriser l'action de dire qu'en effet, il y a des choses qui se payent et sur ces sujets-là, parce que c'est hyper important et doit devenir un enjeu majeur pour tout le monde. Mmh. Non, c'est un vrai sujet ça de la professionnalisation des causes comme ça, et tu sais, on a l'image de l'association qui est tenue par des retraités, et qui voilà, qui font ça bénévolement, qui font de leur mieux, hein, évidemment, mais quand, tu veux être investi, j'imagine, dans un projet, c'est quand même, bah, bien de pouvoir le faire à plein temps et puis d'être, salarié de cette association-là, c'est encore mieux. Donc non, très, très cool. Si tu arrives à ça, bah, écoute, c'est bravo. On arrive, à un peu plus d'une heure, d'échange. On a parlé de beaucoup de choses. J'aurais eu encore 8000 questions à te poser. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé, ajouter peut-être pour clôturer, notre échange et dont on n'aurait pas encore parlé? Non, bah juste encore une fois dire à tout le monde que tout le monde peut se bouger pour son corps et la planète simplement, que tout est relié pour moi et non non et que bah, n'hésitez pas à vous mettre en action et de croire aussi
en vous, en fait, de croire en vos rêves. Je veux dire, c'est ça aussi qu'il faut dire aux gens, c'est que tout le monde peut agir et peut-être des choses qui nous paraissaient impossibles, en fait, elles peuvent devenir possibles. Vous dire aussi que si vous voulez aussi faire partie de l'action, enfin, je veux dire, voilà, nous, on a, donc, ce que je disais, on a transformé l'association, ça va s'appeler Univers Sport. Green Nick autour, ça va rester un projet de l'association. Mais voilà, je voulais pas que l'association porte mon prénom. Enfin, voilà, c'était trop personnel. L'idée, vu que c'est de fédérer un maximum de personnes, c'est que tout le monde puisse participer à son échelle. Donc, voilà, tout le monde va pouvoir adhérer à l'association de la façon qu'il veut. Voilà, on fixe rien. Et puis voilà, on va faire beaucoup d'actions autour justement du sport santé planète là pendant toute l'année. Et puis petit teasing, mais en gros petite annonce. Du coup, je vais repartir aussi sur un Tour de France en 2022 qui sera peut-être un peu plus engagé sportivement, même si au final, bon, j'ai quand même fait beaucoup. Mais là, l'idée, c'est vraiment à partir de septembre, de faire en fait 100 marathons en 100 jours pour le climat et du coup sans pause. Donc, c'est-à-dire que là, le but, c'est d'enchaîner 100 marathons en sensibilisant, en faisant un focus sur le climat. Parce que voilà, cette année, c'est vrai qu'avec le focus déchets, dérèglement climatique, sport santé, disons que ce qui est plus ressorti, c'est peut-être la partie déchets, qui était hyper visuelle. Mais pardon. On salue les enfants de ton frère, c'est ça? Attention, je parle avec quelqu'un. Ça, c'est les aléas du direct. J'adore ces moments-là. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, je disais, ouais, donc ouais, l'objectif du coup, ça va être de le fixer sur le climat parce qu'en effet, cette année, c'est vrai que les déchets, vu que c'est hyper visible, c'est peut-être ce qui est un peu plus ressorti de l'action de ce Tour de France. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'essayer de faire un nouvel exploit sportif, mais voilà, bien centré sur le climat. Et donc, si vous voulez participer à l'aventure, en tout cas, on partagera ça et ça sera un plaisir de vous rencontrer et d'échanger avec vous. Voilà. Trop cool. Et ben écoute, tu me donneras tous les liens et puis je mettrai ça dans la description pour tous ceux qui veulent en savoir plus et suivre ce gros défi. Alors si vous écoutez le podcast en 2032, j'aime bien citer cette date, 2032, eh bien peut-être que l'association a encore fait d'autres projets, donc n'hésitez pas à aller suivre tout ça. Ça a l'air d'être passionnant en tout cas. Moi j'adore les gens passionnés, investis et qui se bougent pour leurs idées. Donc bravo Nico pour tout ça, vraiment, sincèrement, j'adore quand on voit qu'il y a un problème dans le monde et qu'on essaye de le corriger soi-même plutôt que d'attendre que les autres fassent le boulot. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc bravo encore une fois pour tout ça et puis aussi physiquement, hein, bravo, parce qu'on n'a pas trop parlé de cette partie-là, physique, alimentation, etc. Mais j'imagine que derrière l'entraînement, il doit être costaud aussi. Donc bravo pour tout, très belle cause et écoute, à bientôt. Merci pour ton temps et puis ta transparence. C'était vraiment un très bel épisode. Merci beaucoup. Merci à toi, merci à vous et bonne écoute. Allez, salut. Salut. Cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu. Alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous. C'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instinct Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très bientôt dans un prochain épisode.